Oui? Ça va, Val? Ah, ça marche! On a sûrement eu un petit blanc au début de l'émission. Mon micro marchait pas. Donc, bon vendredi à tous et bienvenue à Histoire de passer le temps. Ici Cassandre Drainville au micro en direct sur choc.ca. Ça fait déjà un mois que je suis pas venue. Je m'ennuyais de vous autres. Fallait te faire chauffer la couenne en Asie? Ouais, plus ou moins, mais bon, en tout cas. Donc, encore une fois, cette semaine, on va avoir 3 chroniques particulièrement intéressantes à vous présenter. Donc, d'abord, on accueille Gabriel Thériault, le master en histoire environnementale, qui a décidé d'aborder la venue en Nouvelle-France du botaniste Per Kalm, qui a recueilli plein de données sur l'herborisation. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Maud Savaria a choisi pour sa deuxième chronique de nous parler de Colette, une des premières femmes journalistes au Québec. Bonjour, Maud. Allô. Et enfin, Mathieu Cordeau s'est permis de quitter le poste de régisseur cette semaine et va nous parler d'élections en Allemagne. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et j'ai la chance d'avoir Valérie Beaulieu-Paquette à la chaise du régisseur cette semaine. Bonjour Valérie. Bonjour. Tu as une petite anecdote à nous raconter avant qu'on débute? Eh oui, comme c'est la tradition, je poursuis les belles idées de Mathieu. Alors, en cette semaine de la Saint-Valentin, pourquoi ne pas se laisser flotter encore un instant sur ce douillet nuage d'amour et de tendresse? Et puis, quoi de mieux pour faire cela que de souligner en plus le mois de l'histoire des Noirs par le cas Loving versus Virginia. Est-ce que vous connaissez? Non, c'est quoi? C'est un arrêt de la Cour suprême des États-Unis rendu le 12 juin 1967. Loving versus Virginia. C'est un arrêt, donc, qui a cassé une décision de la Cour de Virginie qui interdisait les mariages entre noirs et blancs en la qualifiant d'anticonstitutionnelle à l'unanimité des 9 juges présents. Donc, tout ça a commencé par une simple histoire d'amour entre Richard Loving et Mildred Jeter. Quand même drôle qu'il s'appelait Loving. Oui, c'est tellement d'adon. C'est beau, l'amour. Oui, oui, hein. Donc, Richard Loving et Mildred Jeter, des High School Sweethearts, qui, en 1958, voulurent se marier, mais sont dans l'incapacité de le faire légalement en Virginie. Donc, ils échangent leurs vœux à Washington, D.C. En passant, à ce moment-là, il y a environ une douzaine d'États là, au sud-est des États-Unis qui interdisaient encore le mariage interracial. Puis, de retour à la maison, des plaintes ont été rapidement émises à la police et quelques jours plus tard, le jeune couple se faisait réveiller par le fracas d'une intervention policière au beau milieu de la nuit. Puis, une fois, voyons donc. Ah oui, ça devait être vraiment terrible. Ça commence bien une journée, ça? Pourquoi ils se sont dit comme on va y aller la nuit? Je sais pas, comme si ça nécessitait un éclat, genre un moment de surprise, j'ai aucune idée. Donc, bref, une fois en cours, le couple Loving a plaidé coupable et a été condamné à 1 an de prison avec suspension de la sentence pour 25 ans à condition qu'il s'exile de l'État de Virginie. Le juge Léon Basile aurait même conclu son jugement comme suit, et je cite, ce ne sont pas mes mots. Dieu Tout-Puissant créa les races blanches, noires, jaunes et rouges et les plaça sur des continents séparés, et sauf l'interférence avec ces dispositions, il n'y aurait aucune cause pour de tels mariages. Le fait qu'il sépara les races montre qu'il n'y avait pas pour intention qu'elles se mélangent. Hein? C'est évident. C'est évident. Mais ça n'empêche pas la colonisation, par exemple. Non, c'est ça. De ce juge blanc en Amérique. Ça s'applique pas aux Blancs. Ça, non. Donc, les Loving ont déménagé et en 1963, c'est Madame Mildred Loving qui a entamé une série de procès pour faire casser leur condamnation en s'appuyant sur le 14e amendement de la Constitution des États-Unis. L'affaire est montée jusqu'à la Cour suprême fédérale et ils ont gagné leur cause. Donc, cette histoire a fait des petits, dans tous les sens de l'expression. Et puis, leur cause a permis de rendre légal le mariage mixte dans une douzaine d'autres États. Mais dans le fond, dans tous les autres États qui restaient, dans le sud. Donc, ça finit bien. Oui, voilà. Une anecdote qui finit bien, c'est pas comme les miennes. Ça fait changement. En effet, merci. Donc, des belles nouvelles en cette semaine de Saint-Valentin. Belle nouvelle historique. Donc, je laisse maintenant la parole à Gabriel qui va nous entretenir sur le journal de route de Per Kalm. Kalm, c'est un Finnois suédois. Ouais, c'est ça. Puis on va l'appeler Pierre, en fait. C'est un peu c'est la traduction française de Pire, Père. Je sais pas comment ça se prononce. Mais en fait, nous voilà de retour pour notre histoire de l'environnement du Québec. Donc, de la Nouvelle-France à nos jours. On se souvient, à mon dernier passage à l'émission, je vous ai présenté le portrait de Pierre Boucher. Donc, c'est un Français, donc un Canadien d'adoption. Ouais, un autre Pierre. Il s'appelle tout Pierre. Donc, qui avait écrit une œuvre de propagande d'information sur le pays. Donc, son histoire véritable et naturelle de 1664. Donc, c'était pour inciter essentiellement les colons à venir s'établir dans le pays. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter l'émission du 26 janvier dernier où je vous parlais de Pierre Boucher. Merci, donc, ceci étant dit, nous poursuivons notre histoire de l'environnement vécue par des personnages. Et aujourd'hui, nous suivons les traces de ce Suédois finnois, Pierre
Pierre Calme, fraîchement débarqué en Amérique en 1748 et reçu en Nouvelle-France avec les grands honneurs en 1749. Contrairement à toutes les personnes qui entrent en Nouvelle-France, celui-ci n'arrive pas par le fleuve, mais plutôt par la Nouvelle-Angleterre. Donc, voici comment va se dérouler ma chronique cet après-midi. Donc, je vais présenter une biographie du personnage, donc ses objectifs puis ses raisons de venir découvrir le pays laurentien. Et puis, j'aborderai les grandes lignes de son récit de voyage. Donc, c'est un journal en herborisation et son importance chez les naturalistes, ainsi que l'héritage de ce personnage, ainsi que son œuvre. Donc, qui est Pierre Calme et qu'est-ce qu'il vient faire en Nouvelle-France? Donc, l'homme est né en Suède, d'un père finlandais et d'une mère écossaise en 1716. Donc, c'est très multiculturel, cette affaire-là. Mm-hmm. Donc, il passait une partie de sa jeunesse en Finlande, où il étudia, à partir de 1735, la minéralogie. Donc, il entreprit notamment une histoire naturelle de la Finlande pour ensuite se lier d'amitié avec d'éminents chercheurs naturalistes de l'époque, dont le célèbre Suédois Carl von Linné. Mais donc, oui, le célèbre, on le connaît. Il est quand même très connu, mais en fait, dans le domaine de l'écologie, parce que c'est... il est reconnu aujourd'hui comme étant le père du concept de biodiversité. Donc, c'est quand même quelqu'un d'important. Donc, c'est au cours des années 1740 que Pierre Calme va développer des liens comme étudiant avec le professeur Linné et développe même une amitié. Donc, Pierre Calme va développer des intérêts pour la botanique utilitaire. Donc, ce qui sert essentiellement à l'agriculture et l'industrie, entre guillemets. Donc, il va planifier un voyage en Amérique du Nord sous la bienveillance de son maître Linné pour importer des semences variées de plantes pour les intégrer au climat de la Scandinavie. Donc, c'est par le financement du roi et de l'Académie de Stockholm que Carl von Linné est capable de faire parvenir des botanistes partout à travers le monde. Donc, avant le départ de Calme, donc il va être nommé professeur des aspects économiques de l'histoire naturelle dans une université en Finlande. Donc, il va s'embarquer pour l'Angleterre pour ensuite effectuer la traversée en 1747 et arriver à Philadelphie en 1748. Donc, bien qu'il fût la rencontre de plusieurs naturalistes en Nouvelle-Angleterre, lui, ce qui l'intéressait, c'était la colonie qui était au nord, donc la Nouvelle-France, parce que, bon, le climat est semblable à celui de la Scandinavie. Donc, il va être reçu... C'est quoi? Ouais, tu vas lui dire les objectifs? Ah, ben oui, j'y arrive. OK, c'est bon. Donc, il fut reçu en 1749 par l'équipe du gouverneur dans un fort qui s'appelle le fort Saint-Frédéric, donc qui est à la frontière de la Nouvelle-France et puis de la Nouvelle-Angleterre, soit dans l'État de New York aujourd'hui. Et puis, il va être reçu par les officiers, puis les officiers avaient reçu l'ordre du gouverneur de déjà commencer les travaux d'herborisation, donc de recueillir des spécimens de minéraux et même botanique. Donc, Pierre Calme va être très surpris de l'efficacité de ses hôtes, justement. Donc, lorsqu'il va arriver à Montréal, donc il va être accueilli comme un très bon diplomate. Il va passer un bon moment avec le baron Charles Lemoine, donc de Longueuil, donc des grands banquets, etc. Il va aller à Québec le 6 août 1749. Il va rencontrer le gouverneur la Galissonnière et puis va être accompagné par un éminent naturaliste qui est déjà présent en Nouvelle-France, qui s'appelle Jean-François Gauthier. Donc, c'est avec ce personnage-là que Pierre Calme va prélever les spécimens puis qui va même arriver à certaines conclusions. Par exemple, il va dire que le climat de Québec est extrêmement plus froid que celui de la Suède et puis que certaines plantes ne pourraient même pas se développer en Scandinavie. Donc, après son voyage au Canada, il va prévoir son retour pour passer dans les colonies britanniques par le fort Frontenac, donc qui est comme à Kingston aujourd'hui, à l'embouchure du lac Ontario. Puis, il va vouloir se rendre jusqu'aux chutes du Niagara. Il va en faire la description, néanmoins, il va perdre son journal genre descriptif des chutes du Niagara. Okay. C'est poche, ça? Ouais, c'est un peu plate. Donc, lors de son retour, il va quitter justement en 1751 pour arriver en Suède. Il va continuer son enseignement, donc il y avait un titre de professeur en Finlande, et puis il va produire son ouvrage de référence de l'Amérique, puis il voulait faire aussi un ouvrage qui voulait s'appeler Flora Canadensis, mais cet ouvrage-là ne va jamais paraître, malheureusement. Donc, de quoi ça parle, ce journal-là, au Canada?
Donc, pour quelles raisons des voyageurs et scientifiques étrangers s'intéressent à la Nouvelle-France? En fait, c'est qu'au 18e siècle, la Suède et puis d'autres royautés européennes s'ouvrent à l'exotisme et recherchent en histoire naturelle. Et ce qu'ils veulent faire, c'est l'uniformisation de la connaissance scientifique. Donc, les grands savants font des expéditions en Europe, au Moyen-Orient, puis s'intéressent de plus en plus à la classification des espèces végétales, tant animales et minérales. Donc, principalement, les herbiers, donc ça, c'est des planches de botanique, essentiellement, de la Hollande et de la France inspirent ces découvreurs et ces scientifiques. Donc, les herbiers qui sont produits en France contiennent beaucoup d'informations intéressantes sur la Nouvelle-France. Donc, ils sont fournis par personnage que je vous ai parlé tantôt, qui est Gautier, ainsi que par Michel Sarrazin, qui était un naturaliste chirurgien, donc un grand titre de scientifique. Donc, et puis la France a aussi d'autres compilations de planches de botanique qui ont été fournies par des jésuites. Ce qui est exceptionnel dans le cas de Pierre Calme, c'est que c'est le premier naturaliste étranger donc à venir faire son tour en Nouvelle-France. Donc avant, c'était seulement des Français qui avaient le droit d'y aller. Donc comme je vous l'avais dit lors de ma chronique précédente. Est-ce qu'il y avait une raison pourquoi c'est le seul qu'on va accepter en Nouvelle-France? Je l'ignore malheureusement, mais ce sera le sujet de ma prochaine chronique. Donc c'est ça. Donc, comme je vous disais lors de ma chronique précédente, les histoires naturelles et puis les descriptions naturelles, en fond, regorgent d'informations pertinentes sur l'environnement étudié, mais pas seulement sur la nature. Donc, c'est les espèces végétales, animales, minérales, mais aussi sur la société. Donc, on parle aussi des habitants, de leurs mœurs et coutumes, puis même leur comportement et leur morphologie. Donc, à quoi qu'ils ressemblent ces gens-là. Donc, c'est important de noter, c'est que l'œuvre de Calme qu'on a, c'est pas un travail étoffé et révisé. Donc, après plusieurs années de rédaction, ce qu'on a, en fait, c'est une traduction de son journal de voyage. Donc, on n'a pas vraiment une synthèse de son information, mais c'est vraiment son journal au jour le jour, donc un travail de notation de longue haleine. Donc bien plus qu'un ouvrage scientifique, nous avons le témoignage de son expédition et puis la description de l'environnement. Et puis, l'information a été traduite notamment par Guy Béthune et l'ethnobiologiste Jacques Rousseau. Donc, ils vont seulement traduire la partie qui s'intéresse au Canada. Donc, nous n'avons pas affaire à une œuvre de littérature en soi. Les descriptions sont faites sans style. C'est une vision scientifique de l'époque d'accumulation des connaissances sur différentes espèces et leur classification. Donc, au final, on a plus de 400 pages de notes qui furent recueillies de son voyage au Canada sur un total de 1000 pages du voyage complet donc de l'Amérique. Donc, il a parcouru le lac Champlain, la rivière Richelieu, le fleuve Saint-Laurent, les gouvernements de Montréal, Trois-Rivières, Québec. Ainsi, il va même se rendre jusque dans la région de Charlevoix, donc au éboulements. Donc, Calme fait une description des plantes à usage médicinal. Par exemple, pour guérir les brûlures ou même soigner les morsures de serpents. Donc, ça, on va revenir sur les serpents un petit peu plus tard. Aussi, Pierre Calme présente les différentes variétés d'érable dans le pays. Il affirme même que les Autochtones confectionnent le sirop d'érable depuis des temps immémoriaux. Également, on croit que Calme a récolté environ 900 variétés de plantes pour son herbier nord-américain. Puis on estime aussi qu'il a contribué à la connaissance d'environ 115 nouvelles espèces nord-américaines. Mais bon, sa description de la Nouvelle-France, c'est pas seulement qu'une description de la flore, mais aussi de la faune, le paysage et puis les habitus locaux. Donc, à ma dernière chronique, je vous disais que Pierre Boucher nommait 4 inconvénients pour venir s'installer en Nouvelle-France. Donc, le premier inconvénient, c'est les Iroquois. Ensuite, les Maringouins, les hivers rigoureux, puis finalement, les serpents à sonnette. Pierre Calme ne se cache pas de ses craintes. La description des lieux, de la végétation, des animaux, et puis de ses expéditions témoigne de ses craintes. Donc, tout d'abord, entre Albany et Saratoga, il va écrire « Les serpents à sonnette ». On dit qu'ils étaient nombreux ici. Autrefois, on cite différents exemples de gens affligés de tremblements et guéris après avoir mangé cru le cœur et le foie de ces serpents. Donc, on peut croire que manger des serpents a des vertus médicinales. Ensuite, entre Saratoga et le fort Nicholson, toujours en Nouvelle-Angleterre, on voit bien la crainte ressentie par Calme. Nous passons cette nuit-là en forêt où nous y sommes dévorés par les moustiques, les mouches noires et les tiques. Nous nous endormons dans la crainte de toutes sortes de serpents.
Donc, un peu plus loin, il écrit les efforts infatigables des bêtes sauvages de l'Amérique, la densité des forêts et le faible débit des ruisseaux. On se rappelle, il fait son expédition l'été, donc il fait très chaud. Nous trouvons bien quelques ruisseaux, mais ils sont complètement à sec. Et nous ne découvrons un peu d'eau que dans des flaques éparses. On peut se demander ce qu'il y adviendrait si on abattait la forêt et que le soleil ait loisir de les assécher. Les brûlots sont ici en abondance. Ils sont incroyablement minuscules. Leurs ailes sont grises, pointillées de noir. Ils sont 10 fois plus méchants, méchants, que le grand moustique, car ils sont si petits qu'on peut à peine les distinguer et qu'ils attaquent de toutes parts sans avoir craindre pour leur existence. Donc, ils seraient contents au 20e siècle avec des produits chimiques, des insecticides, puis... Ouais, c'est ça, il n'y aura pas besoin d'avoir peur de toutes ces bébites-là. Ben, moi, je trouvais que c'est des bons éléments à mettre sur une brochure de tourisme, là, par exemple, tout ça. C'est vrai. Mais ça, c'est les inconvénients, là. Comme Pierre Boucher disait dans son histoire véritable et naturelle. Mais mon passage préféré de Calme, maintenant arrivé au fort Saint-Frédéric. Les serpents à sonnette. Le commandant me raconte qu'il n'en existe pas auprès de Montréal, pas plus qu'aux environs de Québec. Il en a vu qui atteignaient 6 pieds français de long et en leur milieu la grosseur d'une jambe d'homme de taille moyenne. Wow. Plusieurs personnes de cette région-ci racontent que les cochons sont des animaux qui exterminent et dévorent les serpents à sonnette et ne sont que rarement blessés par eux. Si l'on habite dans une région où se trouvent beaucoup de ces reptiles, la meilleure chose à faire est de se procurer beaucoup de cochons. Donc c'est très logique la pensée de Pierre Calme. Mais sur une note plus positive, il fait pas seulement qu'avoir peur, là, cet homme-là. Donc Calme apprend le procédé de la fermentation de la bière d'épinette. Il va décrire les étapes nécessaires à sa confection lorsqu'il est au fort Saint-Frédéric. Puis aussi, il fait une description des habitants, donc, et de leur mœurs. C'est à la fois positive et proche de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. Citons-le encore. Je n'ai pas rencontré de gens qui soient aussi drôles qu'eux, toujours gais et de bonne humeur. Et encore, les gens du commun au Canada sont plus civilisés et plus ingénieux qu'en n'importe quel autre endroit au monde où je me suis rendu. Donc, c'est toujours notre réputation, hein, je pense. Ah ben oui, c'est du nation builder. C'est très flatteur. Donc, en guise de conclusion, pouvons-nous dire que le journal de Pierre Calme est un récit objectif et qui nous apporte des informations importantes sur la société et l'environnement canadien au 18e siècle. Sur les serpents à sonnette. Sur les serpents à sonnette, oui, mais en fait, je pense qu'il y a plutôt une phobie, donc il avait très peur de les rencontrer. Je pense pas qu'il en a vu beaucoup. Donc, en fait, il est essentiel de se référer à son journal plutôt qu'à sa version remaniée, publiée en Suède, donc je vous parlais. Puis cette version-là, donc de son ouvrage publié, a été traduit en français en 1880. Par contre, cette version-là a été tronquée, il manque des informations et puis ça concorde pas tout à fait avec le récit original. Donc, le récit de Calme est un document que l'on peut pas négliger en raison de son statut d'étranger et puis de la valeur scientifique accordée à son voyage. Et merci Gab, c'était très intéressant. Moi, je sais pas si on a le temps, j'aurais juste une question. Sur la publicité Facebook qu'on a mis, c'est la couverture d'un livre. Mm-hmm. En fait, de son livre. Puis, est-ce que vu que ça semble assez récent, est-ce que c'est un livre qui est encore très lu? Mais en fait, l'image que j'ai mise sur Facebook, c'est une étude qui a été faite sur l'homme, donc de son voyage. Puis c'est des Finlandais qui ont fait cette étude-là. Puis moi, en fait, je trouvais l'image très intéressante parce qu'on a Pierre Calme couché dans l'herbe avec un raccoon, donc un raton laveur. Donc je trouvais ça quand même assez chouette parce que c'est pas un personnage qui a beaucoup de portraits de lui. Mm-hmm. Donc j'ai placé la couverture. Je pense pas que beaucoup de gens lisent Pierre Calme, sauf que je vous le recommande comme lecture de chevet. C'est très amusant en fait les descriptions qu'il fait parce que c'est vraiment au jour le jour. Donc c'est assez comique. Puis c'est une source quand même vraiment intéressante au niveau de l'histoire, là, parce qu'il y en a pas tant que c'est des sources à cette époque-là. Surtout de voyageurs étrangers. En effet. Ouais. Donc merci Gab. Cool. Val, on s'en va en musique. Oui, tout à fait. On s'en va en musique avec la chanson Astral Plane, l'artiste Shamir, de son album Révélation.
outside. And if you don't, at least you know you survive. And I'm ready for the sky to move and beam me up to space. And I know the world will miss me so, but I'll be working on the astral plane. And if things don't feel right, you can count on another night where us can keep you on the right way. And then you find exactly what you wanna find. And I'm ready for the sky to move and beam me up to space. And I know the world will miss me so, but I'll be working on the astral plane. So brave, go away. Too brave, I go away. So brave, I'll go away. De retour à Histoire de passer le temps avec Cassandre au micro. Donc, on poursuit avec Maude qui s'intéresse aujourd'hui à Madame Colette, née Édouardina Lesage. On comprend pourquoi elle a changé de nom et on la connaît aujourd'hui sous le nom de Colette. Hein? Oui, ben en fait, on la connaît pas beaucoup. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Bon, premièrement, c'est la Colette québécoise, pas la Colette française. L'écrivaine française, là, ils ont écrit pas mal dans les mêmes années. La Colette québécoise a choisi son pseudonyme pour la Colette française, en honneur de la Colette française. Ah ouais, oui. OK. Donc, Colette, à sa mort, son collègue journaliste à la presse, Roger Champoux, écrit « Colette Lesage, c'était quelqu'un ». C'est un gros compliment, ça. Oui. En 1953, lors de son cinquantenaire de carrière à la presse, le journal titre « Colette existe ». En fait, c'était pour dire oui, c'est la même et unique personne qui écrit sous le pseudonyme de Colette depuis 50 ans. Ils sont originaux dans leur plus d'éloges. Oui, ben oui, mais quand même. Vous allez savoir pourquoi à la fin de la chronique. Vous allez comprendre, en fait, pourquoi. Donc, c'est la doyenne du journaliste féminin canadien-français et elle est vraiment méconnue et difficile à trouver dans les sources. Donc, j'essaie aujourd'hui de la retracer pour vous. Donc, c'est un peu ça mon objectif aujourd'hui. Donc, Colette naît Édouardina Lesage le 7 août 1875 à Saint-Léon de Masquinongé. Son père, Euchariste, était reconnu comme un homme intelligent qui, et je cite, aimait passionnément la lecture et avait acquis beaucoup de connaissances. Donc, c'est une éducation qu'il a transmise à sa fille Édouardina, qui, elle, n'a pas été... Bon, à cette époque-là, il n'y avait pas de collège classique pour les femmes, il n'y avait pas d'université pour les femmes, c'était pas accessible. Surtout pas à Saint-Léon de Masquinongé. Donc, elle est la plus vieille de sa fratrie. Elle a 3 sœurs qui sont restées célibataires toute leur vie, comme elle. Et elle a un frère qui, lui, a eu une descendance. On les salue s'ils nous écoutent. Je les ai contactés. Donc, voilà. Et... sans avoir eu d'éducation supérieure, elle aurait tenté d'être enseignante à Saint-Léon, donc institutrice de l'école du village, mais elle n'aurait pas vraiment aimé cela et était trop timide, et c'est une de ses sœurs qui l'aurait remplacée. En 1898, elle a alors 23 ans et son père meurt à 48 ans et la famille décide de déménager à Montréal. Et c'est là qu'elle commence à écrire pour les journaux.
Elle doit se choisir un pseudonyme, comme j'ai dit, mais tout le monde utilisait un pseudonyme à l'époque, là, hommes et femmes. Et les femmes, c'était vraiment essentiel pour se protéger de l'opinion publique, là, parce que des fois, ce qu'ils écrivaient, bon, on pouvait déranger l'Église. Et aussi, bon, pour se protéger elle-même, là, c'était la modestie féminine et tout. Donc, elle choisit Colette, mais plus que ça, elle devient Colette Lesage. Dans les sources, c'est Colette qu'on trouve. Si elle va à un événement, c'est Colette Lesage. Mademoiselle Colette Lesage, c'est pas Édouardina, jamais. Et même dans l'annuaire, le Lovell, son adresse, c'est inscrit Colette Lesage. Là, Est-ce qu'on sait si elle signait aussi avec Colette? Ou? Ça, je sais pas. Je pense pas qu'elle signait beaucoup de choses là, non plus. Elle pouvait pas avoir le compte de banque de toute façon. Fait que... Ben oui, elle pouvait parce qu'elle était célibataire et adulte. Oui. Ben oui, pour les célibataires, oui. Et dans le fond, son père était décédé. Elle avait aucun homme. Elle pouvait pas être sous la tutelle d'aucun homme. Donc, Colette commence à écrire pour Le Monde illustré en 1898, en commençant par quelques articles de manière occasionnelle. Ensuite, elle obtient une rubrique, La Petite Causerie, au journal Le Journal, l'originalité ici, qui est une feuille politique de Trefflé Berthiaume, le propriétaire de la presse. Et en 1903, Gaétane de Montreuil, Marie-Georgina Bélanger, se marie au poète Charles Gill et se retire du journalisme. C'est elle qui avait la page féminine à la presse depuis quelques années, et Colette reprend sa page féminine qui s'appelle alors Entre nous mesdames. C'est une page féminine classique pour l'époque, un peu comme j'ai parlé dans ma dernière chronique. Donc il va y avoir une petite rubrique écrite par Colette qui sont souvent des observations là, de sa vie, des poèmes des lectrices et un courrier où elle répond à plein de questions. Avec les années, c'est vraiment le courrier féminin qui devient une page à part entière, séparée du reste, et qui devient vraiment... excusez, j'ai perdu ma... qui devient vraiment le courrier de Colette en 1907. Est-ce que ces pages souvent deviennent une espèce de petit cahier à l'intérieur, comme un cahier séparé à l'intérieur du journal? Pas un cahier, mais dans le fond, c'est une page là, avec un en-tête là, un peu fancy, là, avec des petites fleurs ou des petites c'est ça, des petits trucs cute. Puis dans le fond, ça devient une page séparée des autres pages féminines. Donc ça va pas être une à côté de l'autre, là, ils vont être vraiment séparés. Les autres pages féminines, il y a la vie au foyer, la mode féminine, la chronique mondaine, qui ça sont parfois écrits par Colette là, surtout au début, puis après elle a d'autres collègues là, elle devient avec les années, elle devient plus la seule femme dans la salle de presse. Elle a de la job, elle, avec ses courriers. Là. Ben oui. C'est ça. Donc, c'est vraiment l'œuvre de sa vie, le courrier de Colette. Elle va écrire à toutes les semaines au début, puis dès les années 20, c'est à tous les jours. Donc, 53 ans de courrier de Colette pour une carrière totale de 58 ans avec ses autres participations en dehors de la presse. Donc, 1898 à 1956, à une époque où les femmes n'avaient pas de carrière. Donc, les femmes travaillaient par nécessité, mais avoir une carrière comme celle de Colette, c'est quand même exceptionnel. Et parce qu'elle est restée célibataire. Oui, il y avait des journalistes qui étaient mariés, puis que leur mari les laissait travailler, là, dans ce sens. Non, elle, c'est quand même assez exceptionnel. Donc, outre ses publications dans les journaux, on connaît vraiment peu de choses sur Colette, malgré tout ce qu'elle a écrit. Si on voulait faire une biographie sur elle, ça marcherait vraiment pas, parce qu'il n'y a pas assez de contenu sur ça. Elle est vraiment effacée. Elle n'a pas laissé d'archives personnelles. Et comme d'autres journalistes de son époque qui en ont laissé beaucoup, je pense à Robertine Barry, là, qui est la pionnière, là, vraiment. Et elle était célibataire. Donc, ses papiers personnels ont été transmis sûrement à ses autres sœurs célibataires qui, après ça, ben, on ne sait pas vraiment où ça s'est passé. J'ai contacté la famille, là, ils savent pas. C'est pas dit qu'il y avait des papiers intéressants non plus. Donc, à son époque, par exemple, elle est très populaire et reconnue dans son milieu de journalistes. Là. Les gens la connaissent, les autres journalistes la connaissent et la reconnaissent aussi pour son travail. Son courrier, lui, recevait de 100 à 400 lettres par jour, même après sa retraite en 56 et sa mort en 61. Il y a encore des lettres adressées à Colette. C'est fou. Aussi...
il y a beaucoup de lettres adressées. Elle ouvrait toutes ces lettres et elle répondait dans le courrier, là, principalement à toutes les lettres. Au niveau professionnel, Colette est impliquée dans différentes associations de journalistes féminines. Donc, en 1908, avec Robertine Barry, elle se réunissent pour un souper à l'école ménagère et crée l'Association des femmes journalistes canadiennes françaises. C'est une association qui n'a pas vraiment donné de suite, sûrement à cause de la mort de Robertine Barry l'année suivante. Elle rédige aussi les communiqués pour la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, qui est l'association, j'ai de la misère avec ce mot-là, féministe de l'époque, que je vous parlerai peut-être dans une autre chronique là, de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, c'est intéressant. Reste que Colette est surtout impliquée au sein de sa profession. Donc, en 1934, pour le cinquantenaire de la presse, elle écrit sur sa profession un article où elle commente l'évolution des habitudes de lecture chez les femmes et en contrepartie l'adaptation des journaux aux esprits féminins, avec des gros guillemets de ma part, par les pages féminines et par les publicités ciblées. C'est un peu ce que j'expliquais dans ma chronique du 19 janvier. Elle écrit, et je cite ici, « La femme n'est-elle pas devenue de plus en plus, et dans tous les pays, un élément essentiel de la vie économique et sociale? » 1934. Aucun horizon ne lui reste fermé. Aucune question intéressant le bonheur humain ne lui est étrangère ou indifférente. Ce sont les journaux, et le nôtre parmi les tout premiers en notre pays, qui ont favorisé cette évolution. Et ce sont eux qui en entretiennent jour par jour les manifestations. Véhicule de toutes les idées, de tous les mouvements et de toutes les activités de l'univers, le journal est nécessaire à la femme moderne, plus qu'à l'homme encore, parce qu'elle se trouve, pour ainsi dire, la source unique où elle puisse alimenter son sens de l'actualité. Elle aimait sa job, je crois. Je crois que oui, et Colette n'est pas reconnue comme étant une féministe ou une progressiste, mais elle a quand même écrit ça. 1934, on se rappelle. Elle était très positive, en fait. Oui, très, très positive, oui. On la trouve à d'autres occasions aussi. En 1946, elle participe au Congrès des journalistes francophones, où elle est considérée comme la doyenne du journalisme féminin en 46, 10 ans avant sa retraite, quand même. En 51, elle devient présidente honoraire du Cercle des femmes journalistes, qui est présidé par sa collègue et amie Laure Hurtaud. Colette n'est jamais la tête d'affiche, mais est vraiment présente dans son milieu. Elle va participer à plusieurs émissions de radio. En 1932, elle fait une chronique sur sa collègue Robertine Barry, qui est le titre pionnière du journalisme féminin chez nous. En 1936, elle va passer à l'émission Féminin à CKC pour une causerie sur la jeune fille et ses problèmes, qui est inspirée de nombreuses lettres de son courrier. En 1946, elle participe à l'émission Vox Populi en tant qu'experte, donc experte de la famille et des relations amoureuses. Et en 1952, elle est invitée par Réjeanne Desrameaux à CKC pour la journée de l'élément féminin. Pour une entrevue sur son travail, entrevue qu'on n'a malheureusement pas le contenu. C'est en 1953 qu'il la consécration de sa vie, là, vraiment de sa carrière, c'est son cinquantenaire à la presse. On lui offre une soirée de célébration et on invite tout le gratin des journalistes de l'époque et le maire Camillien Hood, ainsi que le cardinal Paul-Émile Léger qui sont présents. Le cardinal va lui remettre la médaille Benemerenti pour service rendu à l'Église catholique. Donc, quels sont ces services-là? C'est celle de conseillère des cœurs, qui devient un apostolat social. C'est vraiment les mots qui ont été utilisés par le cardinal. Donc, les gens écrivent à Colette pour toutes sortes de situations et elle écrit dans La Presse, qui est le plus grand quotidien francophone au Québec. Donc, sa collègue Laure Hurtaud va vraiment dire qu'elle est la journaliste la plus lue au Canada français à cette époque-là. Wow. Est-ce qu'à cette époque, il y a aussi des pages féminines dans le Devoir? Partout. Il y en a partout. Partout, OK. Oui. Les pages féminines, là, jusqu'à dans les années 60, il y en a dans tous les journaux, même un tout petit journal régional, là, il va en avoir une. Mais elle devait soit vraiment bien écrire ou donner de très, très, très bons conseils. Pour oui, vous pouvez en juger. Je vais vous en montrer quelques exemples. OK, c'est bon. Si ça vous tente. En 1923, quelqu'un qui signe de ses initiales, ALCL, demande « Veuillez donc me dire si l'on peut se dispenser, sans manquer à la politesse, d'embrasser un ami qui nous offre un cadeau au jour de l'an, étant une jeune fille. » Réponse « Oui, certainement. Une jeune fille bien élevée n'embrasse que son fiancé ou ses parents. »
Donc, tu n'embrasses pas ton ami, même s'il te donnait un très beau cadeau. En 1939, une brune aux yeux bleus écrit à Colette « Mon ami, qui me fréquente depuis 1 an, est un bon jeune homme, mais à 21 ans, il n'a aucune perspective d'avenir et il ne montre aucune ambition de se trouver une meilleure place que celle qu'il a. Il est sorti quelquefois avec une autre jeune fille et nous avons eu une querelle à ce sujet. Il aime aussi sortir avec ses amis, ce que je n'approuve pas. Croyez-vous que j'ai raison de vouloir qu'il se cherche une autre situation, qu'il me soit fidèle et qu'il ne songe pas au mariage trop vite? » Réponse. Je crois que vous seriez mieux avisé en sortant vous aussi avec un autre, qui aurait à vous offrir de plus solides garanties d'avenir. Quand votre ami actuel sera prêt à se marier, vous aurez vieilli et il se peut que vous ayez tout à fait cessé de lui plaire. Ce n'est pas un risque à prendre. Oh wow! Quand même. C'est œil pour œil, finalement. Oui. Donc, il y a aussi des hommes qui écrivent à Colette, bien sûr. Donc, Marcel B. écrit « Est-ce qu'un homme élégant et de belle prestance peut passer pour un bel homme s'il n'a pas une jolie figure? » Réponse de Colette, oui, certainement. C'est tout, hein, mais c'est quand même... Ça a le mérite d'être clair. Ouais, oui. Ouais. Une dernière, là, pour finir. Une lectrice assidue, en 1951, écrit « J'ai 17 ans, je mesure 5 pieds 7 pouces et pèse 120 livres. Suis-je trop grosse? » Colette répond « Pas du tout. » Merci, Colette. Merci, Colette. On approuve. Ouais. Donc, Colette a eu une carrière bien remplie et aussi considérée comme une experte. Donc, à l'époque, on la consulte pour toutes sortes de sujets, autant pour les relations interpersonnelles, comme je vous ai montré dans les exemples, que pour des trucs de cuisine, des adresses, des conseils de mode, Elle peu était importe. très polyvalente. Très polyvalente, très autodidacte, érudite dans plein d'affaires. Et en histoire, son courrier est utilisé comme source pour renseigner sur les discours d'experts. Donc, ça devient un intermédiaire entre les experts, psychologues, médecins, peu importe, et sur l'éducation des enfants, par exemple, sur la sexualité, les fréquentations ou l'absence de, là, en ce qui concerne Colette. L'abstinence, c'est la clé pour elle, surtout même jusqu'au baiser. Est-ce qu'elle en parle beaucoup? Non, elle va pas le dire comme ça, là, mais elle va dire bon, c'est ça, là, une jeune fille ne fait pas ça, une jeune fille n'embrasse pas son ami avant que ce soit son fiancé. Mais en fait, ça, c'est qu'elle donne des conseils qui sont moraux parce qu'elle-même n'a aucune expérience, c'est ça un peu. En effet, mais elle va conseiller aussi des femmes mariées là, sur les relations avec leur mari, alors que ben, où est-ce qu'elle prend ça? Là, c'est pas du tout son expérience de vie, mais quand même. Donc, elle prend sa retraite le 6 juillet 1956 à l'âge de 80 ans. Elle est remplacée par sa collègue Laure Hurtaud et elle décède le 2 avril 1961, le jour de Pâques. Et il y a eu beaucoup d'articles dans les journaux à sa mort pour l'encenser, en fait, lui rendre hommage, et dont sa collègue Marie Bourbonnais, qui titre alors « Colette aura écrit une page d'histoire ». Et c'est un peu ce que je fais un peu avec mon travail, c'est vraiment plus sur le courrier de Colette, l'analyse, du texte, mais je tiens vraiment à parler d'elle aussi parce qu'elle est très méconnue et je parle d'elle mercredi prochain dans un colloque, le colloque Femmes et enjeux féministes. Partage de savoir. On va vous partager l'événement Facebook sur notre page. Donc, pour moi, c'est vraiment important de la faire connaître le plus possible parce que on l'a pas assez étudié et voilà. J'aurais une question, en fait. Oui. Est-ce que, selon toi, pourquoi est-ce qu'on l'a oubliée? Pourquoi est-ce qu'elle est vraiment... Parce que, en fait, selon moi, c'est dans les années 70, les féministes des années 70 ont beaucoup critiqué, avec raison, là, les pages féminines. Et elle, dans le fond, elle a pas poussé une cause en particulier, comme d'autres journalistes. Là, elle a pas laissé d'archives personnelles. Elle est célibataire, donc elle a pas laissé de descendance directe qui aurait pu pousser là, pour avoir de la recherche sur elle, la défendre et tout. Elle considérée comme conservatrice. Vous avez vu, elle a reçu une médaille de l'Église. Elle était vraiment pas en dehors des rangs, comme je pense à Eva Circé-Côté, là, qui, elle, était complètement en dehors, très critiquée par l'Église et tout. Donc, ça va un peu ça, là, dans les recherches sur les femmes journalistes, on cherche souvent le côté féministe. Elle n'était pas tant que ça, mais moi, le côté militant, elle n'était pas militante. Moi, je pense que des fois, elle est très féministe, des fois, elle n'est pas du tout. Comme
pas mal toutes les femmes de l'époque, là. C'est ça. Elles vivaient dans leur époque quand même. Fait que c'est un peu ça. Moi, je la trouve super intéressante, puis j'ai pas fini d'en apprendre sur elle. Fait que j'ai hâte de... C'est long lire, c'est quoi, c'est 50 ans? 53 ans, oui. 53 ans de courrier. Bonne chance, Maude. Merci. Sur ce, on s'en va en musique, Val? Oui, avec Ezra Collective et la chanson Space is the Place. De retour à Histoire de passer le temps pour notre dernier segment. On se serait cru à Ici Musique, Radio-Canada, avec... du jazz fusion. Du jazz fusion, pas de parole. J'élève votre côté musical. Merci Valérie. Donc, pour la dernière chronique, Mathieu a décidé de profiter de la tenue d'élections assez compliquée en Allemagne en ce moment pour nous entretenir sur l'histoire de la majorité parlementaire. Oui. C'est ça? Enfin, en chambre. OK. Oui. Mais c'est ça, en fait, le 24 septembre dernier avait lieu en Allemagne les élections fédérales. C'était le vrai test électoral pour le gouvernement Merkel sur sa décision d'accueillir 1 million de réfugiés en 2015. Il y avait eu des élections régionales qui avaient vu le très parti à droite, l'AfD, faire des gains substantiels, surtout dans les provinces de l'Est. Alors, en septembre 2017, Merkel semblait s'en aller facilement vers un 4e mandat. L'opposition était divisée, ses politiques d'accueil semblaient avoir séduit une frange centre-gauche de la population. Puis, le glas sonne le 24 septembre, les conservateurs de Merkel perdent 8,6% des voix et 65 sièges. Les sociodémocrates qui gouvernent avec Merkel en coalition depuis 2013 en perdent aussi des plumes, 5,2% des voix et 40 sièges en moins. Avec ces politiques, Merkel avait quelque peu vidé de sa substance son opposant social-démocrate et avait réussi à attirer une petite partie de ses appuis.
Mais glisser vers la gauche, ça aussi c'est des avantages, genre laisser sa droite à un autre parti plus à droite que soi. L'AfD fait son entrée au Bundestag, le Parlement fédéral, avec 13% des voix et 94 sièges. Un parti qui n'existait pas avant non plus au Parlement. Un scénario inédit dans l'Allemagne de l'après-guerre. En plus, les sociodémocrates disent, à l'issue du scrutin, qu'ils ne participeront pas à une prochaine coalition, préférant aller se ressourcer dans l'opposition. Ça laisse Merkel avec peu d'options de coalition, puisqu'elle ne peut évidemment pas s'associer avec l'AfD, qui est vue comme un parti voyou. Tu peux-tu nous expliquer un peu comment ça fonctionne, la coalition, tout ça, pour ceux-là qui sont pas à l'aise avec la politique en Allemagne? Mais c'est qu'en fait, le chancelier est élu par les députés au Bundestag, donc au Parlement. Et pas par la population. Non, exact. Et pas au suffrage universel. Et pour devenir chancelier, on doit avoir l'accord, dans le fond, des majorités dans la Chambre. Et ce n'est pas comme au Canada où le président ou le chef du parti qui gagne le plus de sièges, qui devient automatiquement premier ministre. Mm-hmm. Là-bas, ça va passer par un vote en Chambre. Mm-hmm. Donc, c'est pour cela que ça lui prend la majorité des parlementaires sur son côté pour pouvoir appuyer sa nomination et ainsi créer un gouvernement. OK. Donc, c'est pour ça qu'il va donner des portefeuilles ministériels à d'autres partis qui vont être dans sa coalition. Puis ça, en fait, c'est ça. Ça prend un espèce de contrat de coalition pour... Donc, à chaque élection, tu as plusieurs partis qui partagent pas nécessairement les mêmes valeurs ou ils vont se mettre ensemble, mais ils vont, après ça, rendus en chambre, ils n'ont pas besoin d'avoir les mêmes positions. Non, exact. C'est juste que eux, tout dépendant du portefeuille qu'ils vont avoir, c'est pour faire avancer leur propre cause. Puis après, lorsqu'ils retournent en élection, c'est chacun pour soi. Okay. C'est juste que lorsqu'ils doivent défendre toujours au moins leur budget, comment je pourrais dire ça, leur bulletin, en fait, de qu'est-ce qu'ils ont fait. Mm-hmm. Ils sont un peu pris avec ça. OK. Je pense que tu avais une question. Mais c'est ça, ça laisse vraiment Merkel avec peu d'options de coalition. Et suite aux élections, commence une série de discussions en vue justement d'une coalition qu'on appelle la coalition jamaïcaine, à cause des couleurs des partis pressentis qui rappellent le drapeau du pays des Antilles. Donc les Verts avec leurs 9%, les libéraux avec leurs 11% et les conservateurs de Merkel avec les 33%. Et je vous laisse deviner la finalité de discussion d'alliance entre un petit parti écolo de gauche, un petit parti de droite eurosceptique et les conservateurs très européens. Eh bien, ça s'est soldé par un échec. Et puisque Merkel ne veut pas retourner en élection, où elle perdrait encore plus de votes, elle tenterait de séduire les sociodémocrates qui, coup de théâtre, acceptent l'offre. Donc, le 7 février dernier, donc la semaine passée, ils aboutissent à un contrat de ce qu'on devrait appeler la GroKo, ou la Grosse Coalition. Mais du côté conservateur, beaucoup critiquent la chancelière d'avoir laissé des portefeuilles importants aux sociodémocrates, comme le ministère des Finances, alors que du côté SPD, le contrat doit être soumis au vote des membres qui, eux, ne veulent pas de coalition. Ils préfèrent aller se ressourcer dans l'opposition. Et encore, coup de théâtre, le 9 février, soit vendredi passé, le chef du SPD, Martin Schulz, quitte la direction du parti sous la pression des membres qui ne veulent pas aller en coalition. On attend toujours l'issue du vote des membres, parce que c'est pas encore passé, mais tout indique que ça passera pas. Et c'était une très longue introduction pour mettre un peu la table de la situation actuelle. Mais c'est compliqué, là, c'est fou. Et le feuilleton continue. Et c'est aussi pour montrer qu'en Allemagne, c'est presque impossible qu'un seul parti ait la majorité et doit toujours faire des coalitions. Mm-hmm. Qui est bien côté démocratique, je pense. C'est bien, mais ça a ses mauvais côtés aussi. Mm-hmm. Et c'est pour ça que je vais vous parler de ça. mais bien que ce soit une réalité qui existe justement dans plusieurs pays, parce que ce n'est pas seulement l'Allemagne qui fait les coalitions pour les gouvernements, ou des disparités régionales. Le cas allemand est particulier, et je voulais vous raconter pourquoi ça fait aussi peur aux Allemands que de ne pas pouvoir créer de majorité parlementaire. Mm-hmm. Donc, tour d'horizon. Suite à la fondation de l'Empire allemand, Bismarck, le chancelier de l'époque, veut s'assurer que le pape ne s'intègre pas dans les politiques de l'Empire. Là, on est en quelle année à peu 1871. Alors, il va faire une série de lois anticatholiques avec la complicité des nationaux libéraux, ce qui s'appelle le Kulturkampf, et que j'ai déjà approfondi à ce micro l'automne passé. En réaction à cette hostilité, les catholiques vont former leur propre parti parapluie, le Zentrum, dont le seul et unique but est de défendre les intérêts des catholiques allemands au-dessus du clivage gauche-droite. Bien que les catholiques ne soient pas majoritaires en Allemagne, le parti devient quand même un parti important, puisque 80% des catholiques voteront pour ce parti jusqu'à l'aube du 20e siècle. Une sorte de vote stratégique pour profiter de la division de l'opposition. Les régions majoritairement catholiques vont voter pour le Zentrum, les grandes villes et les régions industrielles vont voter pour les sociodémocrates, les régions rurales de l'Est protestantes vont voter pour les conservateurs, le centre de l'Empire vote
national-libéral, et puis le reste se divise avec des petits partis, dont certains partis ramassent moins de 1% des voix, dont certains sont même des partis antisémites. Mettons que ça place Bismarck dans une position difficile pour faire des majorités. Aussi, pour tenter de couper l'herbe sous le pied des sociodémocrates, Bismarck instaurera des mesures sociales très progressistes, comme c'est en 1883 qu'est instauré le système d'assurance maladie, donc le premier au monde, par un conservateur royaliste. En 1884, l'assurance pour les accidents de travail et en 1889, une assurance pour les retraites. Toutefois, ça ne réussit pas à vider de sa substance les sociodémocrates, comme Merkel a réussi à faire. Et le parti gagnera en popularité jusqu'à devenir le premier parti d'Allemagne en termes de voix aux élections en 1890, alors que le Zentrum est, entre les élections de 1881 et 1912, le parti qui possède la plus grande députation. Donc, il devenait de plus en plus difficile d'asseoir des majorités parce que les chanceliers impériaux ne voulaient pas faire affaire avec les sociodémocrates. Donc, les sociodémocrates, à l'époque, étaient vus comme étant le parti voyou avec lequel on ne fait pas de coalition. Mais c'est seulement avec la Première Guerre mondiale que les sociodémocrates font leur entrée au gouvernement dans la Burgfrieden, l'équivalent allemand de l'Union sacrée française, qui était une sorte de symbiose des députés de toute allégeance dans un gouvernement pour faire l'effort de guerre. Mais c'est réellement avec la fin de la monarchie et la proclamation de la République de Weimar en 1918 que les Allemands se dotent d'une véritable démocratie. L'État continue de s'appeler le Reich, mais le dirigeant est maintenant le président du Reich, qui est élu au suffrage universel pour un mandat de 7 ans. Ses pouvoirs sont très larges. On a déjà codifié sa position de Kaiser Ersatz, ou substitut de l'empereur. Il nomme et révoque le chancelier et le gouvernement. Il nomme les juges, les hauts fonctionnaires et aussi le chef suprême des armées. En fait, c'est pas mal juste le titre qui a changé. Exact. Puis qui est élu, en fait. C'est comme si on pouvait élire son empereur une fois par 7 ans. Le rêve. Le rêve. Mais il y a quand même besoin d'asseoir ces politiques sur une majorité parlementaire. Le premier est un social-démocrate et les premiers gouvernements aussi. Mais la frange gauche du parti s'était séparée du parti du SPD pour fonder le USPD, donc le SPD indépendant. Donc, ils devront faire les coalitions avec les libéraux et perdre le pouvoir au profit du Zentrum 2 ans après avoir pris le pouvoir. Puis le Zentrum va régner pas mal tout le temps avec des coalitions à 4 partis. Donc, entre 1919 et 1933, pendant toute la période de Weimar, il y aura 20 différents gouvernements en 14 ans. 20, c'est beaucoup. C'est beaucoup de gouvernements. Parce qu'avec des coalitions à 4, dès qu'un est satisfait, il quitte la coalition et qu'il retombe en élection. Et fait chuter une nouvelle coalition. Et le chancelier doit essayer de créer une nouvelle coalition ou, justement, déclencher les élections. Il y en aura 9 élections pendant ces 14 années. Donc, il se forme un peu à cette époque une sorte d'obsession pour la majorité parlementaire. Parce que sinon, on retourne en élection, puis toujours retourner en élection, ça crée une instabilité. Il y en aura 2, par exemple, en 1924, suite à l'hyperinflation. Mm-hmm. Donc, c'est cette époque où une miche de pain coûtait 4 milliards de Reichsmark et où les ouvriers n'avaient pas le temps d'encaisser le chèque de leur salaire, que celui-ci ne valait déjà plus rien. Puis, le gros moment, vient le crash économique de 1929 où tout change. Un obscur petit parti qui n'avait que reçu 2,6% des voix en 1928 en recevra 18,3% en 1930, donc le NSDAP, le parti nazi. Pendant ce temps, les communistes recueillent 13%. Alors, l'hémicycle est tellement divisé que l'idée d'une coalition gouvernementale est un peu... comment je peux dire ça? Un peu défait. Mm-hmm. Puis, en fait, la seule chance qu'ils vont pouvoir faire, c'est faire une coalition à 9 partis. What? Donc, 9 partis différents avec des idées et des agendas différents vont faire une coalition. Et en 2 ans, 3 gouvernements se succéderont. Et là, en 1932, donc 2 ans après la dernière élection, le parti nazi obtient 37,3% des voix. Et là, c'est le problème qu'on veut créer avec un gouvernement avec une majorité, mais on peut pas le faire avec le parti qui a le plus de députés à la Chambre. Parce qu'on le considère comme voyou. Pourquoi? Qu'est-ce que tu entends par un parti voyou? Un parti dont on ne peut pas s'associer pour faire des... Il ne voulait pas qu'il y ait aucun... qui soit pas proche du pouvoir pendant toutes les nazis. C'est quoi la définition d'un parti voyou? C'est un parti qui n'a pas des bonnes valeurs? C'est un parti violent? Je sais pas. Ben oui, un peu tout ça. Ou avec des idées extrêmes, par exemple. C'est comme si au Québec, on avait un parti nazi
puis qui prenait, je sais pas moi, 20% de l'électorat. Il y aurait comme pas le droit. Ben, il y a en fait, l'élite qui contrôle le pays, mettons, on va dire l'élite bourgeoise ou peu importe, l'élite qui est déjà en place, veut pas s'associer avec un parti de même. Parce que de un, ça va entacher leur réputation. Comme aux États-Unis, puis au début, personne ne voulait vraiment s'associer avec Trump parce qu'on le voyait comme quelqu'un de vulgaire, puis, tu sais, dans le fond, qui était tout croche. Et c'est vraiment cette association-là que les gens veulent pas faire. Donc, c'est pour ça qu'on le qualifie comme voyou un peu, parce qu'on veut pas l'avoir à ses côtés. Ou on veut pas après, quand, mettons, la coalition tombe, on peut pas avoir rendre des comptes sur un gouvernement qu'on a eu avec eux. Je pense que ce serait beaucoup ça. Est-ce que c'est le mot qui est utilisé à l'époque? Est-ce que tu le sais? Non, c'est moi qui l'utilise. Okay. c'est dans mon vocabulaire. Je sais pas comment eux l'apprenaient. Ça veut sûrement un mot allemand, mais ça devait être plusieurs mots. Je sais qu'il n'y avait pas un mot exact pour qualifier le parti nazi, à part que c'est un raciste, antisémite. Puis, on le dira. Mais alors, par la suite, un chancelier, donc Franz von Papen, va créer un cabinet rempli de politiciens sans allégeance. On va s'en douter, ça tient pas. Les Allemands retournent en élection en décembre 1932, donc les autres avant étaient en juillet. En 1932, on est encore en élection. Le parti nazi, il perd un peu de plume, mais reste le premier parti du Parlement. Et encore, ils sont écartés du pouvoir. Alors, on retourne en élection en janvier 1933, et là, les nazis obtiennent 43,9% des voix. Et là, ça va pas bien. Ils entrent au gouvernement et on connaît la chanson. Entre décembre puis janvier, ça a complètement changé. Exact. Puis c'est ce qui pourrait arriver, en fait, si en Allemagne, ils retournent en élection, puisque Merkel a justement tombé dans les sondages. Sûrement que peut-être que le petit parti, ben, ses appuis sont plus solides. Puis en fait, elle perd dans les sondages pas souvent parce que les gens vont voter ailleurs, mais aussi parce que les gens vont pas voter aussi, entre autres. Il y a beaucoup cette dynamique-là. Mais ils doivent être un peu tannés, là. Quand ça traîne comme ça, puis qu'il y a juste rien qui se passe. Mais ça veut pas dire qu'ils veulent plus voter pour Merkel, c'est ça l'affaire. Peut-être qu'il la tienne responsable, en fait, pour ça. Je crois plus. En tout cas, l'électorat qui est contre elle, bien évidemment. Mais cette expérience-là, fait que la présente constitution allemande, qui était établie en 1949, qu'un parti qui n'obtient pas au minimum 5% des voix ne peut pas être représenté au Parlement pour éviter justement de diviser le vote. Et aussi, une autre disposition qui permet d'interdire un parti qui est contre les valeurs démocratiques de la République. Donc, à date, il y a déjà eu 2 partis qui ont été interdits. Le Parti communiste allemand a été interdit et aussi l'espèce de rejeton du parti nazi dans l'après-guerre. OK. Puis, voilà. Ah, ben merci, tu nous en apprends beaucoup. Puis, je me doutais pas à quel point c'était compliqué, la politique en Allemagne. Très. On a quand même un système électoral assez simple. Sans dire c'est pas le meilleur. Aussi. Pas très démocratique, par exemple. Il y a toujours des améliorations à faire. Hein? Ben oui. Donc, c'est ce qui met fin à notre émission d'Histoire de passer le temps du 16 février 2018. Merci beaucoup à nos 3 chroniqueurs qui, encore une fois, ont fait des chroniques super variées et très intéressantes. Donc, c'était Cassandra Drainville au micro et on se retrouve la semaine prochaine sur choc.ca.